Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Charlotte, je suis ultra ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Je ne sais pas si tout le monde te connaît, Charlotte Apieto. Est-ce que du coup tu peux dire en quelques mots, quelques phrases qui tu es? Bien sûr, merci beaucoup Alexandra pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Qui je suis? Eh bien, écoute, je suis entrepreneur depuis 7 ans maintenant, donc je pense que c'est la première étiquette, tu vois, qu'on pourrait me coller. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien, c'est que j'accompagne les entrepreneurs à avoir un business à 6 chiffres, donc à faire au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, tout en vivant ce que j'appelle la Dolce Vita. Donc, une vie douce, tranquille, avec de l'équilibre. Donc, voilà ce que je fais. Et avant ça, là, c'est assez récent comme activité, mais avant ça, j'ai développé une entreprise de formation en reconversion professionnelle qui s'appelle Postadem. Et c'est une entreprise que j'ai vendue il y a quelques mois de ça maintenant. Super. La Dolce Vita, c'est ce qui fait que je t'ai invité ici sur le podcast. Ça me parle beaucoup. Ici, on parle beaucoup de sens. Aujourd'hui, justement, une vie qui fait pleine de sens pour toi, c'est quoi? C'est la Dolce Vita? Ouais, je pense que c'est une bonne définition de la Dolce Vita, en fait, parce que dans l'idée de la Dolce Vita, c'est une vie douce, du coup, tu vois, il y a cette notion de douceur, et en fait, il y a la notion de on prend le temps de vivre et de savourer la vie. La Dolce Vita, c'est on va se faire un repas en terrasse et prendre le temps de manger tranquillement avec les amis plutôt que de manger un vieux sandwich sur le pouce dans un open space, tu vois. Ça va être le fait de prendre le temps, ouais, de voir ses proches, de se détendre, de se balader en bord de mer. Bref, chacun va avoir sa définition. Mais effectivement, c'est cette douceur et ce sens du moment présent, en fait, pour moi, qui est dans la Dolce Vita. Et donc, une vie qui est pleine de sens, pour moi, c'est quand on vit notre vie au quotidien d'une façon qui nous inspire et où on met dans nos journées des choses qui nous nourrissent. En fait, je vois vraiment ça comme ça. Et ce qui nous nourrit, ça va être aussi bien, littéralement, de bien manger, ça fait partie de la Dolce Vita, tu vois, que de se nourrir intellectuellement, spirituellement, humainement, etc. Donc voilà en tout cas pour moi ce qui fait du sens. Ok. Et sur une échelle de 1 à 10, tu dirais avoir une Dolce Vita à quelle note? 0, pas du tout, et 10, C'est une bonne l'objectif question. ultime. C'est une bonne question. Je pense qu'on est sur un 8 et demi. Je pense que c'est ça. Ouais, je vois bien un 8 et demi en ce moment. Il y a 8 points parce que je m'étais jamais posé cette question-là. Il y a 8 points parce que, en fait, les journées que je vis aujourd'hui, mais déjà depuis des années, elles correspondent à ce que j'aime vraiment. Tu vois, j'ai vraiment l'impression de savourer ma vie, mes journées. Donc oui. En plus, bah, maintenant que j'ai vendu mon entreprise précédente, que je développe quelque chose de nouveau, que je trouve du sens là-dedans, etc., ben, du coup, ça joue. En plus, on est l'été, donc le matin, je vais nager dans la mer qui est à 1 minute de chez moi. Enfin, voilà, c'est vraiment le genre de période, en plus, où c'est très Dolce Vita. Pas encore 10 parce que je pense qu'il y a des choses, il y a encore des choses, vu que c'est un nouveau business, tu vois, il y a encore des choses à développer, à structurer. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments aussi encore je sais pas si c'est friction le mot, tu vois, mais où je vois bien que ça pourrait être plus Dolce Vita que ça. Aussi parce que j'imagine bien la Dolce Vita dans ma future maison. En fait, moi, j'ai besoin de nature en ce moment et donc on cherche en ce moment une maison avec jardin, arbres fruitiers, essence méditerranéenne et tout ça. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie de cette connexion à la nature et à moi-même aussi que je recherche dans ce lieu, tu vois. Donc, je pense qu'il peut y avoir ça. Et je pense qu'avec ça, on serait pas mal sur les 10, tu vois. Voilà. Ah, trop bien. Et tu as parlé un peu de, pas de sacrifice, mais de friction, c'est le mot que tu as utilisé pour atteindre cette Dolce Vita, en tout cas, qu'il y avait certaines choses aujourd'hui qui étaient obligées à mettre en place. Ouais. Justement, tu penses que pour avoir la Dolce Vita, pour avoir une vie qui fait vraiment pleinement de sens, ça passe forcément par une partie un peu, ouais, sacrifice, friction sur lequel il faut passer pour pouvoir En atteindre fait, la vie pleine de sens? pour moi, en fait, c'est peut-être pas forcément la même définition, plein de sens et Dolce Vita. Pour moi, Dolce Vita, il y a un truc de douceur, d'équilibre. C'est vraiment ce terme de, ouais.
de tranquillité que j'entends dedans. Le sens, on peut le trouver quand on est justement en train de développer quelque chose où ça nécessite peut-être un peu plus d'intensité à ce moment-là. Mais pour autant, tu sais que je prends la Dolce Vita à n'importe quelle étape de l'entrepreneuriat. Là, aujourd'hui, dans mon activité, euh, c'est qu'en fait, ce que j'entends par friction, c'est par exemple, il y a des, alors, j'aime bien les process, pas à outrance non plus, je pense que ça pourrait être mieux, mais je sens que par moment, ça limite. Et donc, en fait, c'est un stade où il ne faut pas aller dans trop de structure non plus ou trop de process parce que c'est pas encore, il n'y a pas encore assez d'ancienneté, de récurrence sur ces choses-là. Donc, faut pas partir dans une usine à gaz qui est inutile aujourd'hui. Mais pour autant, il y a des choses que je fais moi-même à la mano et qui aujourd'hui, voilà, peuvent être processées, déléguées. Après, moi, j'ai plaisir encore à le faire à la mano comme ça parce que, tu sais, il y a l'effet un peu nouveauté, quoi. C'est la lune de miel du business. Je veux dire, il a 1 an, tu vois. En plus, ça fait que quelques mois que j'ai vendu Postadem. Donc, je suis vraiment dédiée à ce business-là. C'est super récent. Mais je vois rapidement les limites. Et donc, c'est ça que je suis en train de mettre en place. Et je pense que de toute façon, il faut pas chercher un équilibre parfait. Il faut pas chercher un espèce de statu quo où ça y est, c'est bon, c'est la Dolce Vita parfaite et c'est la structure parfaite et tout parce que tu vas de toute façon être appelé par d'autres choses. Et en fait, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est cool pendant un moment, puis tu dis, ah, bah tiens, j'ai envie de créer autre chose. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais faire une immersion et je vais voir ce que ça donne, tu vois, je vais développer autre chose. Et donc, je pense qu'il faut vraiment embrasser ce mouvement entre liberté et contrainte, entre structure et artisanat. Et tu vois, ça fait partie du jeu aussi. Donc, je pense que voilà, il faut pas chercher le truc parfait, hyper fixe et rigide, mais plutôt voir en fonction de où on en est aujourd'hui, ce qui nous permettrait de trouver encore plus de sens dans ce qu'on fait, plus de légèreté, plus de simplicité, de fluidité. Et sur ta question initiale qui était est-ce qu'il faut accepter d'en passer par un moment où il n'y a pas la Dolce Vita? Je ne sais plus comment tu l'avais Ouais, formulé, c'est mais ça. où en tout cas c'est plus intense. Euh, il y a des périodes de business où il va y avoir besoin de ce qu'on peut appeler un coup de collier. J'ai vraiment ma limite. Et même dans cette activité, tu vois, c'est une activité qui est récente, qui fait déjà 6 chiffres larges, tu vois, tranquille. Et pour autant, ben, ce matin, première chose que je fais, c'est que je vais nager dans la mer, j'ai brunché avec une amie, je travaille aussi, mais je fais aussi mon sport, je prends mon temps. Enfin, voilà, c'est pour moi une question de plus de d'essentiel. Et tu connais ma philosophie là-dessus de l'essentiel. Qu'est-ce qui est ouais, l'essentiel et qu'est-ce qui est prioritaire pour faire le chiffre que je cherche, que je souhaite faire. Et du coup, cet essentiel me permet le reste du temps de me nourrir aussi des autres aspects de ma vie. C'est ultra intéressant en fait. Tu as raison, tout est question d'équilibre. Et donc, c'est à chacun de doser son équilibre et à cet instant T de ta vie en fonction de tes objectifs, de ce que tu veux atteindre en termes de Dolce Vita, etc. Quel est le bon équilibre pour toi entre contrainte, on va dire, et plaisir? Et je rebondis sur un truc que tu as dit, qui est aussi que le fait que si tu cherches la Dolce Vita absolue où tu fais plus rien, finalement, celle-là, elle a plus de sens puisque c'est un peu ce qui est arrivé, j'ai l'impression, quand tu étais à la fin sur Postadem, c'est que tout roulait tout seul, et du coup, il est où le sens dans tout ça? Les pieds en éventail, c'est top, mais à un moment donné, il faut aussi du sens dans le mouvement. Si tu parlais de mouvement, j'ai vachement C'est aimé ça. ça. Mais c'est pour ça que la Dolce Vita, c'est pas de ne rien faire. Ça, c'est super important dans mon approche, en tout cas. C'est pas les pieds en éventail et je fais rien et je construis rien et je me challenge pas. Et donc, je savoure ce que je fais sur mon temps personnel, mon sport, mon machin, mon truc, mais c'est aussi ce que je savoure dans mon business, en fait. Et pour moi, un business, un Dolce Business, du coup, c'est le nom de la société que j'ai créée, tu vois, mais c'est un business qui t'inspire, ou quand tu travailles, tu le fais le plus souvent possible dans le flow. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Quand je fais de l'administratif, je suis pas dans le flow. On va pas se mentir, donc je délègue au maximum et tout, mais il y a des trucs où il faut s'y coller. Donc voilà, ça reste la vraie vie. Mais en tout cas, c'est un business qui lui-même se fait dans la fluidité, dans la douceur, dans ce que j'aime. Et ça en fait partie. Et pour moi, le travail, c'est un des piliers de notre épanouissement, de notre bien-être, quand justement il a cette vocation-là. Alors que si c'est le travail ou le business avec la vocation de faire toujours plus, de prouver quelque chose aux autres, de rechercher l'accomplissement, la validation extérieure, ou alors d'être dans une course au chiffre d'affaires qui de toute façon sera toujours du plus, sans vraiment penser au pourquoi derrière ça, ben, c'est là que pour moi, on n'est plus dans la Dolce Vita. Si on a envie de les avoir, on peut les avoir. Et si on a envie de faire autre chose, on fait autre chose. C'est vraiment pour moi, de s'écouter et de prendre le temps de faire ce qui nous semble nous correspondre et là où on se sent vivant. Je pense que c'est vraiment ça ma recherche en réalité, c'est de me sentir vivante, tu vois.
Ah, c'est génial. C'est ce que je prône aussi, c'est vraiment, il n'y a pas un business type qui est meilleur qu'un autre. C'est construire l'activité qui te ressemble et qui soit alignée avec la vision de la vie que tu as, avec tes talents, avec ce que tu aimes faire. Bref, un tout qui fait que chaque business est unique à partir du moment où la personne, ça lui correspond vraiment, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et si tu laisses le travail de côté, je pense que tu vas rechercher en fait la stimulation ailleurs. Mais pour moi, c'est sain et du coup, c'est porteur dans notre vie quand on cherche un accomplissement interne, intrinsèque, et pas quelque chose qui est basé sur l'extérieur. Et le problème dans l'entrepreneuriat, c'est que beaucoup d'entrepreneurs courent après les chiffres, la reconnaissance, etc. Ils pensent avoir quitté une espèce de rat race dans le salariat et souvent ils sont aussi très fiers de dire oui, ben moi j'ai quitté le salariat, je suis plus un mouton, etc. Je suis à mon compte, je suis libre et tout. Mais est-ce que vraiment, vraiment t'es libre et est-ce que vraiment t'as quitté cette rat race? Ben pas si souvent que ça. Et c'est pas une critique, c'est parce qu'en fait c'est tellement inscrit en nous, tu vois, entre selon le modèle familial, selon l'école, le travail dans lequel tu as été, etc., c'est tellement ancré que c'est pas forcément simple de se sortir de ce fonctionnement-là. Alors que pour moi, ça, c'est la clé vers une vie qui nous inspire vraiment, c'est quand on sort de cette course-là. Mais c'est pas simple et je pense que moi, j'en suis bien sortie par rapport à des phases que j'ai eues. Mais je vais pas du tout dire que j'en suis complètement sortie. Il y a des phases où j'ai l'impression d'être sortie complètement, d'autres phases où ça revient. Et je pense pas que ce soit un mal, parce que je pense que les phases comme ça, où on revient dans cet aspect-là, cette vision d'entrepreneuriat, ça apporte aussi des choses. Tu vois, tout apporte de bonnes choses. Mais en tout cas, c'est de rapidement capter qu'on est en train de faire la course à quelque chose qui est externe à nous et de revenir assez rapidement dans notre intériorité et ce qui nous drive profondément. Donc, bon, je suis partie sur une longue tirade, tu sais, on dirait autiste dans Mission Cléopâtre, mais je sais Non, plus mais où on c'est en était, mais génial. voilà. C'est génial parce que ça revient à un message que j'essaie beaucoup de faire passer de on ne nous apprend pas en fait à travailler sur nous. On nous apprend à atteindre des objectifs, mais à pas à remettre en question, mais pourquoi je vais vers cet objectif? En fait, alors que je vais vers cet objectif, peut-être parce que, je sais pas, mes parents m'ont dit, vas-y, fonce, parce que mon environnement a dit, vas-y, il faut absolument être entrepreneur. Et ce que tu dis là, c'est vraiment se reposer les bonnes questions. OK, si j'enlève le regard des autres, si j'enlève les croyances des uns et des autres, l'environnement, bref, en vrai, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me correspond? Pour pas courir bêtement, on ne sait pas où. Et j'ai l'image de ce hamster dans sa roue là, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et très vite, comme tu l'as dit, on peut tomber dans ce panneau de je tourne, je tourne, je tourne. Et puis, je sais plus trop pourquoi, mais en tout cas, j'avance pour éviter de me poser trop de questions et de me dire que ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais je pense qu'on a besoin d'en passer par là pour se rendre compte qu'on était en train de courir dans notre roue. Peut-être que, et c'est très probable que dans quelques temps, je me dirais, ah ben tiens, Charlotte, en cette belle journée de l'été 2024, en fait, il y avait aussi une roue dans laquelle tu es en train de courir. Parce que je pense qu'il y a des domaines de notre vie où on est en train de le faire aussi. C'est pas forcément dans le travail, tu vois. Donc, ça nécessite de toute façon une conscience de plus en plus fine de soi, de ses besoins, etc. Et je trouve que cette démarche, en tout cas, elle est super intéressante, super nourrissante pour soi. Donc ouais, je suis en phase avec toi aussi là-dessus sur l'image de la roue de hamster. Et je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir quand c'est le cas, parce que c'est vraiment le monde dans lequel on est le plus souvent. Mais du coup, c'est important de s'entourer de personnes qui, au-delà du chiffre d'affaires qu'elles font, sont vraiment inspirées et inspirantes dans leur domaine et où on sent que leur vie, elle la crée à leur façon. Et c'est pour ça que j'adore rencontrer des gens qui mènent une vie différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Et je trouve que c'est quelque chose qui est super inspirant. Et dans l'entrepreneuriat, et je pense l'entrepreneuriat à la LinkedIn ou Instagram, il y a une espèce de reproduction de certains codes. Tout le monde fait la même chose et donc on tombe facilement dans une forme de reproduction de ce qui se fait autour de nous. Donc ça nécessite en permanence de venir se connecter à ce qui est juste pour nous. Et tu as un exemple, alors il me semble que oui, par le passé, quand tu étais salarié, où justement tu as eu cette sensation d'être dans une roue. Et quel a été ton déclic pour sortir de cette roue? Bah déjà, en fait, tu vois, dans les récents, je me suis retrouvée à aller à une rencontre de mastermind avec des entrepreneurs qui font des gros chiffres et puis qui cherchent à faire des gros chiffres. Pas dans le sens où c'est des gens débiles qui pensent qu'aux chiffres, non pas du tout, c'est des gens que j'adore, super inspirants et tout ça. Mais on est quand même dans un environnement où on est là pour faire l'argent et utiliser notre argent et on est là pour ça quand même. Et en fait, j'ai passé 2, 3 jours là-bas et je me sentais balancée dans ce monde que pourtant je connais très bien et que je fréquente depuis des années. Et il y avait une dichotomie entre les deux et je me sentais pas du tout à ma place en fait pour cette raison-là. Et je trouve ça intéressant parce que
je me suis rendu compte à quel point dès qu'on gravite autour de personnes qui vont mettre certaines valeurs en avant ou ce genre de choses, et une fois de plus, c'est pas pour les critiquer, parce que c'est des gens que j'adore et on a plein de conversations passionnantes et voilà, mais hop, tu commences à réintégrer ce fonctionnement-là et en te disant, bah tiens, faire tant, c'est la norme, c'est l'objectif, c'est ça qui est bien, c'est ça la réussite. Donc c'est pas simple du tout. Et donc tu vois que ça peut m'arriver encore régulièrement. Mais sinon, en tout cas, des moments où je me suis dit que je voulais sortir de cette roue de hamster, effectivement, quand j'étais salariée, parce que du coup, je passais mes journées sur du Excel, du PowerPoint, à faire des réunions et à me dire, mais en fait, c'est pas ça la vie que j'ai envie de mener. Enfin, vraiment, le matin, c'était le cliché du métro boulot dodo. Et j'arrivais en bas de cet immeuble, le grand immeuble de chez mon client, parce que j'étais consultante. Et je me disais, mais je vais passer vraiment ma journée dans cet immeuble gris avec la moquette toute crado. Enfin, vraiment, c'est ça qui va se passer. Donc ça a été un des moments, un des premiers moments. Et ensuite, je pense que c'est tout. Après, ça a été d'autres questions un peu existentielles ou d'autres moments où je me suis posé des questions sur le sens que je voulais donner à ma vie. Mais en tout cas, vraiment, la sensation ultime comme ça a été ouais, quand j'étais salariée et que du coup, j'ai décidé de poser ma dème. Ok. C'est une décision que tu as fait assez facilement, du type je prends conscience que ça ne peut pas durer et je switch, ou c'est une décision qui a pris du temps et dans ces cas-là, ça a été quoi toutes tes phases pour mûrir le projet? Ça a pris un petit peu de temps. En fait, j'ai eu la première prise de conscience, je crois que c'était à Noël 2015, janvier 2016, quelque chose comme ça. J'étais en bore-out, vraiment l'ennui, quoi. À ce moment-là, ça servait à rien ce que je faisais. Ça m'occupait 2 heures par jour et c'était inintéressant. Donc, du coup, j'en profitais pour commencer à me poser des questions sur ma vie. Donc là, j'ai commencé à participer à des événements autour de l'entrepreneuriat, aller à des conférences. Il faut savoir quand même, à l'époque, Mamie Charlotte, mais c'est que c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Tu vois, trouver des contenus sur l'entrepreneuriat ou des conférences et tout, c'était pas non plus si évident. Il y avait quand même, en plus, je vivais à Paris, mais c'est pas la folie. Mais en tout cas, ce qu'il y avait, j'y allais, j'en profitais. Il n'y avait pas pléthore de choix comme aujourd'hui. Et ensuite, j'ai quand même continué dans ce job parce que quelque part, c'était ça la norme, c'était ça la trajectoire que j'avais prise, j'avais fait mes études pour ça. Enfin, tu vois, c'est pas si évident que ça. Jusqu'à ce que là, pour le coup, je me retrouve en mini burn-out, où là, j'étais plus du tout en burn-out, c'était plus l'ennui, au contraire, c'est trop. Plus un manque de sens, tout ça cumulé a fait que c'était à l'été 2016. Je me suis dit, oulala, non, là, ça va plus. J'ai été arrêtée une semaine. Après, j'avais mes vacances. Et au retour, j'ai dit, ben, je me laisse un mois ou un mois et demi, je crois. Un mois, hein, pour poser l'ADEME, donc pour avoir trouvé un autre job et quitter mon emploi. Donc, au final, tu vois que ça a pris. La démarche, elle a pris plus de 6 mois. Et au final, le temps que je fasse mon préavis et tout, j'avais quitté ce job un an après m'être posé les premières questions. Donc, ça peut prendre parfois un petit peu de temps. Et voilà. Et en plus, tu vois que j'avais pas entrepris tout de suite. J'avais d'abord rejoint une petite start-up, en fait, de 3 personnes. Donc, c'est la quatrième. Et c'était vraiment l'aventure. Je baissais mon salaire de 40%. Je savais pas exactement ce que j'allais y faire. En plus, j'avais quitté quelque chose de vraiment prestigieux. Moi, j'avais fait Sciences Po avant, le SCP, qui est une grande école de commerce et tout ça. Et j'allais dans une petite start-up inconnue au bataillon. Et du coup, j'étais trop contente. J'étais trop contente de faire ça parce que je pensais pas que moi-même, je pourrais entreprendre. C'était pas dans mes perspectives à ce moment-là, ça me semblait pas possible. Mais du coup, j'ai fait ça pendant quelques mois et c'est grâce à ça que j'ai su que, en fait, j'en étais capable et que j'avais envie d'entreprendre moi-même. Mais tu vois, du coup, ça a été un cheminement quand même. Ça s'est pas fait en 24 heures, ça s'est pas fait non plus en 10 ans, hein, tu vois. À l'échelle d'une vie, c'est quand même assez court. Mais c'est ça qui m'a permis d'avoir de la clarté sur tout ça. Ah, super. Et tu as eu tout de suite le déclic, tiens, je veux créer Postadem, en tout cas un accompagnement pour aider les gens à justement poser leur DEM ou non, 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 ça. non, non, non. En fait, j'avais des side projects dans l'éducation. Alors, je donnais des cours particuliers d'économie à ce moment-là. En plus, comme j'avais diminué mon salaire dans la startup où j'étais obligée de donner des cours à côté. Donc, il y a eu un côté un peu rétrogradage, ça se dit ça? T'as compris? Parce que du coup, Ouais. j'avais quand même fait de belles études où je donnais des cours pour le coup, pour me faire un petit revenu. Et après, bah, quand j'ai intégré le conseil, que je gagnais bien ma vie et tout, je n'ai pas redonné de cours. Sauf que là, comme j'avais baissé mon salaire, j'ai redonné des cours pour pouvoir compléter ma perte de salaire. Plus j'avais des side projects dans l'éducation, mais des trucs un peu flous. Tu vois, à l'époque, je me dis, mon Dieu, j'étais à côté de la plaque, mais c'est normal, je découvrais, il n'y avait pas autant, il n'y avait pas des formations comme aujourd'hui, donc voilà. Mais du coup, j'avais pas Postadem en tête. Ensuite, j'ai quitté cette startup et j'étais d'abord freelance. Je faisais de la formation en ressources humaines et conduite du changement en freelance, mais pour des grandes entreprises, en fait.
j'étais référencée auprès d'organismes et je faisais mes formations, plus mes cours d'économie. Et c'est à l'été 2017, donc ça a été quand même assez rapide, tu vois, ça a pris que quelques mois, que j'ai eu l'idée très claire de Postadem. Et du coup, bah, le temps de continuer mes missions freelance, de commencer à tester, j'avais mes premiers clients tests, que soit gratuits, soit vraiment pour des cacahuètes. Je les coachais pour trouver leur voie. Et donc, je faisais ça jusqu'à ce que je me dise, bon, c'est ça que je vais faire à plein temps. Donc, j'ai éliminé le reste et je me suis consacrée à Postadem avec, du coup, l'objectif de pouvoir en vivre en 6 mois maximum. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment lancé la boîte à fond avec le blog, les événements, les apéros, les coachings, le contenu. Enfin bref, j'ai démarré l'aventure Postadem à ce moment-là. Et effectivement, en 6 mois, j'ai pu me verser mon salaire grâce à Postadem. Donc voilà, c'est vraiment le début de l'aventure. Et ça, c'était en 2018, donc il y a 6 ans. Une vraie success story. Tu es un peu reparti d'une page blanche. Ok, tout est possible. Un peu comme quand tu as quitté ton CDI la première fois. Tu as tout de suite su, tiens, je veux accompagner les entrepreneurs à développer leur activité, la Dolce Vita et tout ça, c'est mon truc. Ou il y a eu ce moment où tu avais 1000 idées et vous choisi quelle idée? C'est une question qu'on m'avait pas encore posée sur cette reconversion entrepreneuriale. En fait, comment ça s'est passé? J'avais pas encore décidé de vendre Postadem quand j'ai proposé la première immersion. En fait, je venais de créer mon compte Instagram perso, que j'avais pas jusqu'ici, avec les stories de mon quotidien et tout ça. Et j'avais même pas 500 abonnés. Et j'ai dit, tiens, vu que j'ai du temps, ça pourrait être super cool de faire venir un entrepreneur à Nice et qu'il passe la journée avec moi et on se promène en bord de mer et on revoit son business. Et donc, j'ai proposé ça sur une story en disant, ben, envoyez-moi un MP avec le pitch de votre business et tout, et je choisirai quelqu'un. Alors, pas gratuitement, hein, c'était quelque chose que je faisais payer. Et en fait, j'ai reçu plein de candidatures. Et je me suis dit, c'est marrant ça. J'aurais pas pensé qu'il y ait des gens chauds pour se déplacer à Nice et passer la journée avec moi. Et du coup, ça a commencé comme ça. Du coup, j'ai fait avec une première personne, Charlène. Je m'en souviendrai longtemps. Du coup, c'est la première cliente, c'est toujours celle dont tu te souviens. Celle aussi de Postadem, je m'en souviens. Pourtant, il y a eu plus de 5000 clients au total. La première, t'inquiète que je m'en souviens. Et en fait, cette première journée, je me suis dit, c'est cool. En plus, ça me fait un revenu sur ma holding. C'est cool, sympa. Et donc, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, etc. Et ça s'est développé jusqu'à ce que, du coup, il y ait la décision de vendre Postadem. Et je me disais, ben, à ce moment-là, effectivement, c'était pas forcément très clair ce que j'allais faire. Je savais que ça, j'aimais bien, mais est-ce que ça allait devenir une activité à part entière? Je savais pas. J'avais effectivement des idées, des choses comme ça. Mais une des pistes que j'ai eues, j'en ai jamais parlé. Ça va peut-être te faire sourire, mais j'adore les hôtels de luxe. J'adore les hôtels 5 étoiles. J'adore les beaux restaurants. Et j'aime ce côté esthétique. Et du coup, la Dolce Vita, pour moi, c'est aussi dans le côté confort de vie. Je trouve que vivre la Dolce Vita dans un 5 étoiles, c'est mieux que dans un Formule 1, tu vois. Et donc, et du coup, à ce moment-là, je m'étais dit, ben, pourquoi pas développer une activité autour de l'hôtellerie de luxe ou même j'ai pensé à l'immobilier de luxe parce que j'adore aussi les belles villas. Et donc, je me suis beaucoup renseignée là-dessus, sur l'immobilier de luxe. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne serais pas agent immobilier de luxe? En fait, ce serait après tout un kiff de faire ça. Donc, j'avais envisagé ça. J'ai eu aussi un projet je sais pas si tu avais suivi en story, j'avais visité avec une autre entrepreneur et investisseur avec qui on a failli bosser sur ce projet à deux, une villa mais sublime sur les hauteurs de Nice, de 1740, vraiment la villa balnéaire magnifique à l'ancienne et tout. Et on s'est dit, mais en fait, on va acheter ce lieu et en faire un lieu de séminaire, d'événements, où on fera nos propres séminaires. Et donc, c'était là que je m'étais dit, ben, j'y ferai mes immersions là-bas. Plus, on pourra le privatiser, même en faire un club d'affaires. Enfin, on avait un super projet. On n'a pas eu le lieu, ça s'est pas fait. Je pense que c'est une bonne chose au final parce que ça aurait été quand même une charge importante. Et bref, en tout cas, il y a eu ce projet-là. Il y a eu aussi l'idée de développer l'influence autour du luxe parce qu'en fait, tu as des influenceurs luxe et oui, ça existe. Et c'est là-dessus que j'avais réfléchi par rapport à l'hôtellerie de luxe en me disant, bah, tiens, ce serait le meilleur plan en fait pour pouvoir aller dans ces lieux que je trouve fascinants. Et puis, bah, au final, je me suis rendu compte que ce qui était le plus fluide pour moi et ce que je faisais naturellement, qui me rapportait le plus d'argent, où j'ai déjà les choses qui sont établies, j'ai déjà la connaissance et tout, bah, en fait, c'était d'accompagner les entrepreneurs. Et en fait, je me disais, ben, ouais, naturellement, en fait, c'est ça que je fais, que j'aime, que les gens me demandent, qui est fluide. Et en fait, l'intérêt, c'est que je peux aussi amener les entrepreneurs à vivre la Dolce Vita. Et en fait, moi, ce que je souhaite aux personnes qui, du coup, me suivent et accrochent avec mon univers, parce qu'il y a des gens à qui ça parle pas et c'est OK, mais ceux à qui ça parle, ben, c'est qu'ils aient aussi un business qui leur offre et le revenu et le temps pour vivre la Dolce Vita, alors à leur façon, tu vois, mais c'est l'idée.
Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le focus finalement sur cette activité avec une cible d'entrepreneur parce que c'est ce que je connais le mieux. Maintenant, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, je me reconvertirai et que vraiment, je lancerai une activité dans l'immobilier de luxe, dans l'influence, j'en sais rien. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était ça les options possibles. Et voilà. Ok, donc si je résume, toi, ce qui t'a fait choisir finalement, c'est ce que tu as dit, du coup, c'est la fluidité Ouais, qu'il y avait à faire les choses et ouais. à finalement organiser tes immersions et la demande en face qui était aussi forte, qui t'a fait dire, bah, il y a un parfait match, en Bah oui. fait, je fonce, C'est quoi. ça. Et puis on va pas se mentir, on est quand même dans un secteur d'activité qui est génial, qui est super rentable, enfin, c'est quand même. Et puis par rapport à moi, mes besoins justement de Dolce Vita, c'est ce qui correspond le mieux parce que l'immobilier, ça aurait été quelque chose, hein, le temps de me former, d'avoir le réseau, de faire les visites, de suivre les dossiers, les machins, les trucs. Quand tu connais pas, je pense que ça aurait nécessité plus de d'investissement de ma part. Après, c'est pour ça que j'exclus pas de le faire plus tard. Ça dépend aussi de tes besoins financiers. Tu vois, ce qui me permet aussi aujourd'hui, dans mon business actuel, de le développer, mais sans urgence. Et voilà, c'est juste qu'en fait, bah, j'ai aussi vendu ma boîte, donc j'ai du patrimoine perso, pro, ce qui fait que je suis pas dans une urgence financière. Et autant, dans 5-6 ans, j'ai un patrimoine qui s'est encore développé. Et du coup, ben, si à un moment, j'ai envie de créer une activité qui est pas rentable tout de suite ou je sais pas trop quoi, ben, ce sera aussi possible. Mais en tout cas, à ce stade de ma vie, c'est l'activité la plus rentable, la plus accessible, où j'ai du coup déjà une audience, une clientèle, où j'ai déjà une notoriété, une petite notoriété, tu vois, mais qui me permet déjà de faire quelque chose de cool. Et puis, faut pas oublier quand même que quand j'étais petite, le mercredi après-midi, j'allais chez mes grands-parents et je leur demandais de s'asseoir avec mes peluches et je leur faisais l'école pendant toute l'après-midi. Et ils avaient des devoirs pour le mercredi suivant. Donc, de toute façon, dans mon ADN, je sais pas, mais il y a de toute façon le fait de transmettre. Et même si j'avais un projet autre du type hôtellerie ou immobilier ou je sais pas trop quoi, je sais que de toute façon, j'aurais aussi quelque chose autour de la transmission, que ce soit via du contenu, via de la formation, il y aurait de toute façon quelque chose autour de ça. Je ne peux pas ne pas faire ça. Ça fait trop partie de moi. Même quand j'étais, tu vois, étudiante, je donnais des cours à côté. Quand j'étais consultante, j'avais développé l'organisme de formation interne dans le cabinet pour les consultants du cabinet. Donc, de toute façon, ça y sera d'une façon ou d'une autre. Ok, ultra, ultra clair et merci pour le partage. On parle beaucoup d'entrepreneuriat. Pour toi, on peut avoir une Dolce Vita dans le salariat? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense que oui. Je pense que c'est le même principe, en fait, de mettre ton cadre. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu peux être salarié en ayant un cadre sur tes horaires, en faisant quelque chose qui t'inspire et que tu aimes profondément. Et donc, quand tu travailles, c'est pas en train de faire diminuer ton énergie. À l'inverse, elle augmente. Par rapport à ton temps de travail, en fonction de tes besoins, parce qu'on est tous différents. Moi, je suis incapable de bosser 35 heures, 40 heures. Ça ne marche pas chez moi. Donc, pour quelqu'un qui est OK de bosser 35 heures, pas de souci. Pour quelqu'un qui a besoin que ce soit moins, bah, tu peux aussi négocier un 80%. Tu peux négocier du télétravail, donc pour avoir un rythme qui est quand même beaucoup plus agréable que d'être dans le métro le matin. Donc c'est possible. Pour moi, c'est possible. Effectivement, c'est plus complexe que quand on est entrepreneur, parce qu'entrepreneur, quelque part, tu as 100% de choix à chaque instant. Mais comme je vois aussi dans l'entrepreneuriat des gens qui bossent 10 fois plus que des salariés, qui sont 10 fois plus stressés que des salariés et tout ça, en fait, l'entrepreneuriat ne veut pas dire qu'on va forcément être libre et avoir la Dolce Vita très très loin de là. Donc en fait, je pense que tu as même des salariés qui ont plus la Dolce Vita que certains entrepreneurs. Donc oui, techniquement, c'est tout à fait possible. Ouais, je suis très d'accord, je rebondis là sur la liberté de l'entrepreneur. Le nombre de fois où j'ai des gens au téléphone, ah, moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour la liberté. Ok, il n'y a pas de patron, mais on est quand même beaucoup moins libre en termes de rien foutre et être payé. Bon, on peut plus. Si tu fous rien, t'es pas payé. Et même, je trouve qu'on a tendance à être des patrons affreux dans les débuts, en tout cas. C'est une erreur que je vois beaucoup. C'est être le pire patron du monde. Non, mais là, il faut que tu travailles, là, il faut que tu sois efficace. Non, mais ça, il faut que tu le fasses pour demain, absolument. Non, mais ça, et ci, et ça. Alors que finalement, notre patron avant, il était peut-être beaucoup plus cool et beaucoup plus compréhensif si on faisait pas les trucs en temps et en heure, etc. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est une fausse idée, je pense, de penser que l'entrepreneur est plus libre que le salarié. Je pense qu'ils sont tous les deux libres sur différents niveaux, en fait. C'est ça, ça va être différentes formes de liberté. Et en fait, tu peux pas avoir de liberté, et ça, je sais que tu le sais, de liberté sans contrainte, en fait. C'est-à-dire que
quand, par exemple, je sais pas, tu te dis, bah, je travaille trop dans mon business, je vais déléguer. Et du coup, ça te libère plein de temps. Donc, tu as toute cette liberté de temps, mais tu as la contrainte qui va avec d'avoir une équipe et donc forcément bah, des charges plus importantes et potentiellement des problèmes de management. Quand tu es libre parce que tu n'as pas ton patron et que tu es entrepreneur, bah, en fait, tu as la contrainte de devoir faire entrer du chiffre si tu veux payer ton loyer à la fin du mois. Donc, en fait, la quête de liberté absolue, je pense que en tout cas, c'est mal exprimé si c'est ça. C'est plutôt quelle contrainte je choisis, quelle forme de liberté je veux et avec quelle contrainte ça va. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher en réalité. Donc, je pense que dans le salarié, en fait, qu'est-ce qui est la liberté pour toi? Par exemple, pour moi, le grand kiff quand j'étais salariée, je me disais, waouh, si seulement je pouvais être un mardi après-midi et me promener dans Paris, tranquille, un mardi après, et prendre un verre à la terrasse d'un café. Ça, pour moi, c'était la liberté, tu vois. Ou de faire un tour d'Europe. Je voulais faire un tour d'Europe pendant un mois. Voilà, ça, c'était le kiff. Eh ben, effectivement, quand tu es salarié, ça, c'est compliqué. Si tu as des horaires à respecter, etc. Mais il y en a peut-être pour qui c'est une autre forme de liberté qui va prédominer et chacun va y trouver son compte. Il y a des gens donc, qui n'en ont rien à cirer d'aller se prendre un verre en plein Paris un mardi après-midi, en fait. Donc, c'est Ouais. juste ta définition à toi. Et je pense qu'à partir du moment où tu es au clair avec toi-même, c'est aussi là où tu es au clair avec les autres sur les limites et sur le cadre que tu proposes. Par exemple, si tu es salarié et que tu n'as pas envie d'être entrepreneur, ben, à toi de trouver une entreprise qui va correspondre ouais, à ta façon de travailler. Toutes les entreprises ne mettent pas le même cadre aussi aux salariés. Et il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre dans leur travail pour se sentir justement, une fois que l'ordinateur est fermé, pouvoir passer à d'autres choses dans leur vie. Donc, je pense qu'on crée notre vie à notre façon. Notre business est la même chose et c'est pas les salariés sont contraints et les entrepreneurs sont libres. C'est juste tout ça, c'est des humains et chacun va créer sa liberté, ses contraintes à sa façon. Ouais, ça me parle énormément ce que tu dis et j'aurais pas dit mieux. Merci, Charlotte. Et dernière question pour toi. Enfin, non, ce sera pas la dernière. Je ferai l'avant-dernière, mais pose dernière question. Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu arrives à lancer un sacré business quand même, là, ton nouveau business, en étant très loin de tous les conseils marketing qu'on entend partout. Tu fais un tunnel de vente, tu fais une newsletter, bref, des conseils, il y en a à foison de conseils. Tu as réussi à créer du coup finalement un business, je trouve, qui te correspond. C'est-à-dire que bah, tu fais ce que tu aimes et ça marche. Alors après, forcément, je pense qu'à un moment donné, c'est limité peut-être en termes de palier. Mais ce serait quoi justement tes conseils pour les personnes qui veulent justement vivre de leur activité, mais vivre de leur activité de manière avec une manière qui leur correspond, tu vois, en En termes de fait, marketing, de vente et tout ça. ouais, pour moi, c'est d'aller au plus simple et à ce que tu fais naturellement bien, ce qui ne veut pas dire que tu vas pas avoir besoin de progresser et de te former. Pour moi, une des compétences clés des entrepreneurs et qui est souvent sous-estimée, c'est marketing et vente. En fait, il y a trop d'entrepreneurs qui pensent que le marketing, c'est un gros mot, qui ont peur de vendre, qui ont peur de passer pour des marchands de tapis. Et du coup, en fait, ils se retrouvent pour éviter d'être confrontés à ça, ils se retrouvent à créer des usines à gaz avec effectivement des tunnels compliqués, des lead magnets, des tonnes de contenu, des machins et des trucs. Alors qu'en fait, tu fais un marketing simple, de la vente en direct, juste avoir des conversations avec les gens. J'insisterai jamais assez là-dessus. La vente, c'est avoir des conversations avec des gens, en fait. Et donc, discuter avec eux pour comprendre leurs besoins, leurs désirs voir si ce que tu proposes est pertinent, leur expliquer en quoi ça va répondre à leurs besoins, et c'est terminé. Et de l'échange d'argent contre ça, tu vois. Je simplifie, mais c'est juste pour désacraliser la vente, c'est juste ça. Pour autant, quand on n'a pas appris, qu'on n'a pas les compétences, effectivement, il faut se former, il faut pratiquer et tout ça. Et moi, je suis en permanence en train de m'améliorer là-dedans. J'ai beaucoup, beaucoup appris en marketing et en vente avec Postadem, hein, forcément. Enfin, tu vois, j'ai calculé que j'ai vendu pour quasiment 2 millions la date de formation et coaching depuis que je suis entrepreneur. Et ben, du coup, c'est le nombre de fois où j'ai fait des ventes, tu vois, en cumulé. Donc, forcément, pour vendre tout ça, j'ai appris. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre et plein de choses sur lesquelles je peux m'améliorer. Pour moi, c'est un chemin permanent, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment ça. Donc, pour moi, c'est de s'améliorer en marketing et en vente. Et grâce à ça, avec ses compétences, plus le fait d'aller à l'essentiel et d'avoir en fait un système commercial super simple, ben, c'est là que tu as des résultats. Et donc, par exemple, mon nouveau business, effectivement, il n'y a pas de tunnel de vente. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment, on peut pas faire plus basique. C'est-à-dire, c'est un compte Instagram, c'est tout. Je n'ai pas encore
d'emailing, alors que j'ai écrit de l'email quotidien pendant des années. Donc, j'adore l'emailing et je vais reprendre. Ça fait un petit moment que je dis ça, mais là, bientôt, je vais reprendre, hein. Je me suis dit d'ici la rentrée max, parce qu'en plus, j'aime ça. Et j'ai eu un moment où j'ai eu envie d'arrêter l'email parce que j'en ai fait vraiment pendant des années, tous les jours. Enfin, voilà, j'en ai énormément. Là, j'ai envie de reprendre. Donc, emailing, ça y est pas. Il n'y a pas il y a pas d'automatisation, il n'y a pas il y a pas de webinaire, il y a pas tout ça. Alors, j'en ai fait sur Postadem. Je suis juste partie sur du simple, c'est-à-dire du contenu Instagram, sachant que sur Postadem, je développais peu Instagram. Donc, il y avait aussi le côté nouveauté pour moi et je me challenge là-dessus. C'est vraiment nouveau pour moi. Mais du coup, contenu Insta, story, conversation, téléphone et c'est terminé. Et effectivement, avec ça, les 6 chiffres, je les fais, tu vois, large et avec quelque chose de minimaliste. Mais parce que aussi, j'ai appris à vendre. Quelqu'un qui démarre aujourd'hui, je peux comprendre qu'il fasse pas 100 000 tout de suite s'il n'a pas déjà cette expérience en marketing et en vente. Mais je pense qu'en en s'adressant au bon marché, en ayant la bonne offre et en s'améliorant en marketing et en vente, les 100 000, on les atteint en fait, les 100 000. Donc voilà ma vision des choses là-dessus. Pour autant, je recommande pas de rester sur de l'aussi minimaliste longtemps parce que bah tu vois aujourd'hui l'emailing, je sais très bien que c'est nécessaire, ne serait-ce que par sécurité. Si mon compte Insta il pète, qu'il y a un problème n'importe quoi, bah en fait j'ai pas les emails des gens, donc ça c'est juste un truc de base et c'est pour ça que là ça va enfin démarrer, ne serait-ce que pour ça, parce que je sais que l'emailing ça vend très très bien aussi, qu'il y a des choses qui sont plus pertinentes à faire sur de l'email. Donc là en gros moi ce que je vais développer c'est vraiment l'email parce que je sais que je suis bonne là-dedans, que je sais le faire, c'est dans mon expérience, donc je vais développer ça. J'ai aussi envie de lancer un podcast. C'est pas prioritaire, mais ça en fait partie. Ça fait partie des choses que j'ai envie de lancer. Mais tu vois, je vais pas m'obliger sur une fréquence ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, la régularité, elle est sur Instagram. J'ai mon canal Telegram aussi qui est quelque chose de fluide pour moi. En fait, tu vois, c'est faire des choses qu'on aime et qui sont naturelles. Le Telegram, c'est pas un modèle que je vois ailleurs, en fait. Il commence à y en avoir un petit peu, mais quand j'ai lancé, c'était pas un modèle que je voyais ailleurs. Je me disais juste, bah, en fait, moi, j'ai envie de pouvoir partager mes idées, mes réflexions, mes enseignements facilement. J'ai envie de faire des audios comme j'en ferai à mes amis. Ben, j'ouvre un canal Telegram et basta. Et ce qui est marrant, c'est que mais tous les jours, j'ai des messages de gens qui me disent, j'adore ton canal Telegram. J'ai plein de clients qui viennent en immersion parce que du coup, ils ont connu mon approche et ils ont vu mon expertise grâce au Telegram. Et donc, je suis pas allée chercher plus loin que ça. Maintenant, voilà, il y a des choses à améliorer. Un exemple tout bête, c'est qu'aujourd'hui, quand je mets le lien vers le Telegram en story, je mets le lien directement vers le Telegram. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une page d'opt-in pour d'abord récupérer le mail de la personne. C'est débile, mais il faut savoir que je suis nulle avec la technique et que jusqu'ici, du coup, ben, j'avais pas quelqu'un qui s'en occupait. Donc là, j'ai Marine qui est en train de... Alors j'avais Elise qui avait bossé dessus. Ensuite, là, j'ai Marine qui reprend pour qu'on le mette en place. Mais du coup, ça, c'est pas bien, c'est pas dans les bonnes pratiques, mais ça y est, on va le mettre en place. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir là, c'est qu'avec quelque chose de d'artisanal et de minimaliste, on peut déjà faire de l'argent, en fait. Ouais, je retiens vraiment ce côté minimaliste et faire des actions que t'aimes. C'est-à-dire que bah, si t'aimes pas Ouais, l'audio, par exemple, va pas faire un télégramme. Euh, c'est ça. Moi, tu me dis de faire faire ce du que t'aimes. YouTube, je meurs, hein. C'est pas, Ouais. c'est la vidéo, ça me prend une énergie de dingue, en fait. Donc, je vais pas faire de la vidéo. Ce serait stupide de me lancer dans un truc qui me prend de l'énergie. Alors Mm. que quand c'est fluide pour nous, bah là, on le fait de façon régulière. C'est surtout ça qui compte, en fait. Ouais. La régularité et la simplicité. Ouais. Top. C'est pas mal pour clôturer cet épisode, je trouve, comme conclusion. Régularité, simplicité et Dolce Vita. Ça va plutôt Voilà. bien ensemble. Le concept du podcast, c'est quoi? C'est à la fin de chaque interview, je propose à l'invité de poser une question de coaching à nos auditeurs pour justement bah, réfléchir sur comment mettre plus de sens dans leur vie. Peut-être une question que toi, d'ailleurs, tu te poses régulièrement qui t'aide à mettre plus de sens dans ta vie. Est-ce que tu aurais justement une petite question comme ça que nos auditeurs pourraient se poser? Comment je pourrais la formuler? En fait, moi, je fais en sorte que une journée contienne et représente ce qui compte pour moi dans ma vie. C'est-à-dire que à l'échelle d'une journée, je vive ma vie pleinement. C'est ma vision des choses, tu vois, parce que c'est un peu cliché, mais bah, tu sais pas la journée de demain si tu seras encore là, comment elle va se passer. Voilà. Donc, une journée contient ce qui compte dans ma vie. Donc, effectivement, la question à se poser, ça pourrait être si toutes les journées de ma vie étaient, si toute ma vie était à l'image de cette journée, qu'est-ce que je ferais de ma journée? Je pense que c'est ça la question. Si toute ma vie était à l'image de cette journée, qu'est-ce que je ferais de ma journée? Et par exemple, Excellente question. c'est ce que je fais, tu vois, aujourd'hui, c'est que je commence par aller nager dans la mer parce que ça me fait du bien, que je suis connectée à la nature, à mon corps, etc. Je brunch avec une amie parce que c'est important pour moi. Je travaille sur des choses qui me plaisent. J'ai des échanges avec des gens intéressants comme avec toi.
c'est un exemple, tu vois, mais voilà, ma journée d'aujourd'hui à elle-même me satisfait, tu vois. Donc évidemment, enfin, ça veut pas dire, voilà, c'est comme la question de si tu devais mourir dans une semaine, tu ferais quoi demain? Oui, bon, bah en attendant, peut-être qu'il faut se coltiner le bilan comptable. Bon, bah si c'était ta mort dans une semaine, peut-être que tu ferais pas ton bilan comptable, tu vois. Donc évidemment, on peut pas le pousser à la perfection, à l'extrême chaque jour, mais tu vois quand même le principe, et je pense que si une majorité de nos journées, elles sont comme ça, c'est-à-dire représentatives de la vie qu'on veut, ben là, en fait, on s'épanouit vraiment et ça a du sens. Voilà. Ouais, non, et puis c'est une excellente question parce que ça fait aussi reposer les bases. C'est quoi ce qui est important pour moi dans ma vie? Parce que Mm. pour pouvoir Oui. dire qu'est-ce que je mets dans cette journée, il faut que je sois au clair sur bah, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Donc, ultra puissante cette question pardon, que je me poserai également ce soir en marchant. Donc, merci à toi, Charlotte. Pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver du coup sur Instagram, je suppose? Ben, du coup, oui, pour l'instant, nous n'avons que ça. Donc, effectivement, sur Instagram, Charlotte Apieto. Dessus, il y a aussi le lien vers le Telegram, là où je partage mes réflexions et mes enseignements en audio. Et effectivement, Instagram, c'est très bien. On peut discuter en MP. Voilà, tout est là pour le moment. Ah, super, et je vous recommande vraiment le Telegram de Charlotte parce qu'il est vraiment top. Elle y donne vraiment du super contenu. Donc, allez foncer sur son Telegram. Attendez qu'elle mette sa petite page pour avoir votre email quand même, peut-être. Normalement, semaine prochaine, c'est bon. Donc, le temps que l'épisode soit sorti, je pense qu'on est bon. Mais en tout cas, un grand merci à toi, Charlotte. C'était super de parler de ces sujets Dolce Vita, Essence avec toi. J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que nos auditeurs auront aussi beaucoup de plaisir à t'écouter. Donc, un grand merci, Charlotte. Merci à toi, Alexandra. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Charlotte qui t'invite à te poser cette question. Si ta vie était à l'image d'une journée, à quoi ressemblerait cette journée ?